Haute forme, engrenage, machine à vapeur, autant de traits caractéristiques du steampunk que l'on a tous déjà aperçus au détour d'un film ou d'un festival. Iconoclaste et parfois rebelle, le steampunk a beaucoup apporté à la fantasy. Et je serai accompagné de notre exploration d'aujourd'hui par deux auteurs de steampunk, Victor Fleury et Vincent Longrive, qui apportent un regard neuf sur ces univers. Je suis Louis Brache et vous écoutez Lorecast. Alors, Victor Fleury et Vincent Longrive, bonjour. Vous êtes les heureux pairs du Voltapunk, qui est un des sous-genres du steampunk, mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Alors, pour ceux qui n'y connaissent rien, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le steampunk ? Victor, par exemple ? Alors, oui, bien sûr. Alors après, le steampunk, alors d'abord je parle en mon nom propre, hein, je tiens à le souligner, parce que à chaque fois qu'on demande de définir le steampunk, tout de suite les personnes qui s'y connaissent un peu sortent les couteaux et commencent à se taillader, hein, comme dans West Side Story. Donc voilà, il y a des définitions qui sont données, mais c'est un genre aux frontières, disons, mouvantes. Donc pour rester très classique, on peut dire que le steampunk, c'est une esthétique, c'est-à-dire un monde qui s'inspire du passé, plus particulièrement de l'époque victorienne édouardienne de l'Angleterre, donc fin 19e siècle, début 20e. En France, ce serait la belle époque, mais au départ, comme le steampunk est un genre plutôt anglo-saxon, on est plutôt en Grande-Bretagne. Et à cette esthétique, voilà, 19e, 20e, vient s'ajouter une technologie anachronique, qui n'existe pas dans notre univers à cette époque, une technologie qui normalement est enfin voilà, c'est une technologie à vapeur, steam, hein, la vapeur, et steampunk, forgé à partir de deux mots, donc steam et punk, c'est une esthétique, une science anachronique à base de vapeur. Donc on va avoir, je sais pas, par exemple des ordinateurs à vapeur, des véhicules à vapeur, des fusées à vapeur, des choses incroyables, complètement anachroniques et merveilleuses. Donc on touche au merveilleux scientifique, donc on pourra peut-être reparler. Et troisième élément d'identité du steampunk, un exercice référentiel. C'est que dans la plupart des ouvrages classés dans le steampunk, euh, eh bien, on fait référence à des personnages ou à des situations, à des lieux qui ont marqué la culture populaire et littéraire de cette époque. Donc typiquement, faire apparaître Sherlock Holmes, c'est voilà, dans une œuvre steampunk, c'est presque un incontournable. Alors ensuite, autour de ce cœur, en fait, le steampunk, c'est extrêmement diversifié. On a un steampunk qui tire plus vers l'Uchronie, et là c'est clairement ça qui nous intéresse plus, Vincent et moi. C'est une modification de l'histoire. Vous avez un steampunk aussi qui est hors sol, enfin qui est hors temps, qui ne va pas concerner une époque en particulier ou une déviation temporelle. C'est simplement une esthétique, hein. Les gens sont habillés avec des chapeaux haute forme et des robes à crinoline. Donc voilà, le steampunk résumé de façon académique, entre guillemets, c'est ça. Mais en fait, après, le steampunk n'est pas limité. Et souvent, en fait, quand il y a des tables rondes autour du steampunk, on en arrive à la conclusion suivante. Le steampunk n'est limité que par l'imagination. C'est-à-dire qu'au départ, la volonté de ceux qui ont initié le steampunk, c'était de mélanger des éléments qui n'avaient pas grand-chose à voir ensemble pour en faire voilà, faire une sorte de patchwork qui débouche sur de la nouveauté et qui titille, disons, l'intérêt, la curiosité. Et donc, dans cette droite ligne, en fait, le steampunk, c'est un mouvement qui consiste à réinventer en utilisant des ingrédients venus d'horizons très différents. Donc on retrouve du steampunk aujourd'hui qui ne concerne plus seulement la Belle Époque, qui ne concerne plus seulement la Grande-Bretagne, mais qui va aller dans des endroits très différents, dans des temps très différents. On a du steampunk dans l'Antiquité, du steampunk dans le futur éloigné, du steampunk dans des univers parallèles. Et d'ailleurs, le steampunk n'est plus seulement un imaginaire à vapeur.
Nous le prouvons avec l'Empire électrique, l'Homme électrique et le Fleuve électrique, puisque dans notre univers, c'est l'électricité qui devient l'énergie et la science dominante, et d'ailleurs merveilleuse, on y reviendra. On va y revenir Voilà pour justement l'illustration juste du après. steampunk. Et j'aimerais juste revenir sur un de tes propos, Victor, sur justement le merveilleux scientifique. Vincent, on estime souvent que Jules Verne est le père fondateur du steampunk. Est-ce que c'est vrai, tout simplement historiquement, ou même dans ses écrits? Alors, dire que c'est le père fondateur, c'est un peu ambigu comme formulation, parce que ça laisserait à penser qu'il en est l'initiateur, comme Zola est le fondateur du naturalisme, comme s'il était conscient de créer le steampunk. Le steampunk, comme l'a dit Victor, c'est un mouvement rétro-futuriste, donc forcément c'est quelque chose qui est apparu après l'époque qu'il exploite comme toile de fond. Donc le rétrofuturisme, forcément du steampunk, il date plutôt du XXe siècle, surtout la deuxième moitié du XXe. Et Jules Verne, ben voilà, tout simplement historiquement, c'est un auteur du 19e. Et bon, il meurt en 1905, mais il est vraiment ancré dans son siècle. Toutes ses œuvres quasiment se passent au 19e, et c'est justement pour ça que du coup il est un modèle pour le steampunk. Il est un modèle parce que c'est l'un des grands auteurs, il n'est pas le seul, mais l'un des grands auteurs, la figure sans doute à laquelle on pense le plus pour l'idée d'aventure, d'innovation et de ce qu'on appellera au 20e la science-fiction dans les auteurs du 19e. C'est-à-dire que de son temps, il essaye d'imaginer les possibilités techniques qu'on peut extrapoler des progrès déjà existants. Et par exemple, avec 20 milieux sous les mers, évidemment que tout le monde connaît, il va pousser plus loin que la technologie réelle de son temps, les progrès dont il est le témoin. Donc il va envisager au-delà. Et forcément, quand on relit l'histoire du 19e et on relit l'œuvre de Jules Verne en parallèle, on a envie de réécrire un 19e qui soit à cette image et qui aille plus loin encore, qui aille chercher les possibilités inexploitées par la réalité. Et bon, je parlais de 20 milieux sous les mers. Dans 20 milieux sous les mers, justement, l'énergie qui propulse le Nautilus, c'est l'électricité. Donc en un sens, on pourrait dire que Jules Verne, il est un peu le père aussi du Voltapunk, un petit peu, voilà, un lointain parent. Mais la vapeur est quand même l'énergie principale dans pas mal de ses œuvres, notamment une qui n'est pas forcément la plus connue, qui s'appelle La Maison à vapeur, et qui est une histoire assez folle d'une espèce de train à vapeur, mais tracté sur la route par une espèce de machine en forme d'éléphant. Donc quand on voit quand on lit La Maison à vapeur et qu'on voit les gravures de l'époque qui accompagnaient l'œuvre, on se dit mais ouais, ça c'est clairement du steampunk, c'est complètement du steampunk. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des œuvres de la fin 19e, début 20e, qui sont encore plus proches de ce que nous on appelle le steampunk, donc ils font vraiment la transition, avec un roman américain qui s'appelle The Steam Man of the Prairies, donc l'homme à vapeur des prairies. Et quand on voit l'illustration aussi, je vous invite à aller chercher ça, The Steam Man of the Prairies. Le- on a vraiment une espèce de créature proto-steampunk, alors qu'on est encore au 19e. Voilà. Donc Jules Verne est à la fois le père du steampunk sans faire lui-même du steampunk, on pourrait dire. C'est vrai que, en fait, je pense qu'il faut faire la différence entre le steampunk, qui est en fait une vision actuelle ou en tout cas contemporaine de la littérature passée. C'est-à-dire qu'en fait, les auteurs steampunk, ce sont les auteurs qui se retournent vers des gens comme Jules Verne, en étant inspirés par eux avec beaucoup d'admiration, mais aussi beaucoup de recul. C'est-à-dire voilà, on n'est plus des Jules Verne. Un siècle est passé, on a vu la société changer, les technologies changer, et pourtant cette esthétique et aussi parfois le contenu nous appelle et nous donne envie de créer des histoires
dans un monde qui s'en inspire. Donc ça, c'est le steampunk. Alors qu'avant, en fait, on est plutôt dans le merveilleux scientifique, qui est du coup, pour le coup, une mouvance qui est de son temps, hein, qui est Jules Verne, effectivement, comme tu l'as dit, Vincent, c'est pas un auteur de 1970, c'est un auteur du 19e siècle. En fait, si on veut être vraiment tatillon, on peut dire que le steampunk, en fait, on peut parler de steampunk à partir de 1975, quand on a, alors tu parlais de Tim Powers, Louis, quand on a la petite légende, c'est qu'on a trois auteurs qui sont étudiants à l'époque en Californie. Trois auteurs qui sont extrêmement connus. Donc Tim Powers qui a écrit les Voix d'Anubis, qui est considéré, alors à tort ou à raison, comme le livre fondateur du steampunk. On a Carl Jeter et le dernier, c'est Blaylock, donc James Blaylock. Et en fait, ils vont tous les trois, alors ils sont grands admirateurs de Philip K. Dick. Ils vont se lancer un défi, c'est-à-dire écrire des romans en mélangeant des éléments esthétiques du 19e siècle avec des éléments de science-fiction pure. Alors, le voyage dans le temps pour Tim Powers, et puis aussi des éléments parfois fantastiques et même de fantasy. C'est pour ça que c'est difficile de les classer dans le steampunk, mais on considère souvent que c'est eux qui ont lancé le steampunk. Alors que, donc ça, c'est plutôt le steampunk, les auteurs qui regardent vers le passé. Alors que Jules Verne et consorts, ils font plutôt partie donc de leur temps, de la mouvance du merveilleux scientifique. Et là, je vais renvoyer à quelqu'un qui en parle très bien, c'est Serge Lehmann. Il en parle dans la préface des Maîtres du Vertige, qui est une anthologie aux éditions de l'Arbre du Vengeur que m'a offert Vincent, qui nous écoute. Tout Et à il a eu fait. raison de me l'offrir. Il a eu raison de me l'offrir parce que c'est extrêmement intelligent. Le propos de Serge Lehmann, c'est de dire qu'en fait, la science-fiction, c'est un genre qui est français autant qu'anglo-saxon, et que les Français en fait, n'assument pas cet héritage, alors qu'ils ont un héritage incroyable. Et le premier qui nous le prouve, c'est Jules Verne, parce que pour le coup, c'est un des fondateurs de ce mouvement qui va être appelé le merveilleux scientifique, donc par Renard. C'est lui qui va trouver ce terme. Euh, et donc Jules Verne qui va initier beaucoup de disciples qui vont ensuite pas répéter ce que fait Jules Verne, mais explorer d'autres pans, alors répéter et explorer d'autres pans de ce merveilleux scientifique. Et alors c'est marrant parce que j'en discutais avec Vincent. Ce qui est incroyable, par exemple, c'est que les Français ont inventé le mot astronaute. C'est Ronnie J'imagine. Aîné. Ah, c'est Rosny Aîné, voilà. Donc Rosny Aîné invente le mot astronaute. Ce mot est repris et traduit en anglais dans une traduction d'une de ses publications. Les scientifiques s'en emparent et le mot, donc les mots astronautics et astronauts en anglais vont passer dans la langue. Et donc ensuite, bah, les anglo-saxons emploient astronaute sans savoir qu'en fait il est d'origine française. Et quand les Européens, à leur tour, vont vouloir partir dans l'espace, ils vont se dire: «Ah, bah, on va pas reprendre un mot anglais, on va inventer le mot de spationaute». Alors qu'en fait, spationaute, c'est un mot inventé, alors qu'on aurait pu reprendre astronaute, qui est un mot en fait d'origine française. Donc c'est assez amusant et assez révélateur de voir que les Français, bah, en fait, n'assument pas leur héritage et ont oublié tout un pan de leur littérature de genre, de littérature liée au merveilleux scientifique, que les anglo-saxons rebaptiseront ensuite science-fiction. Alors, est-ce que c'est exactement la même chose ou pas? On peut ergoter, hein. Non, c'est pas exactement la même chose. Mais voilà. Donc le steampunk, plutôt une littérature actuelle tournée vers le passé, le merveilleux scientifique, une littérature de son époque, qui donc tournée vers l'avenir. D'ailleurs, je suis un peu méchant en disant que le steampunk est tourné vers le passé, parce que en fait, c'est à moitié juste, puisque le steampunk est tout autant tourné vers l'avenir, mais on pourrait en reparler encore plusieurs heures. Donc je m'arrête là. Et pour appuyer ton propos, moi j'invite fortement les auditeurs à jeter un coup d'œil à la BD de Xavier Dolo, Histoire de la SF, qui reprend toute cette histoire de la science-fiction française et ce qu'elle a apporté à la littérature. Et pour rebondir à ce que tu viens de dire, vu que les Américains et les Anglais assument eux leur passé un peu science-fictif,
Quelle approche du steampunk, eux, ont-ils donc tu parlais de Tim Powers, avec un Londres, un voyage dans le temps. Quelle est leur approche à eux? Alors, là, c'est une question extrêmement large parce que la production anglo-saxonne, comme elle est assumée et donc comme elle est beaucoup plus grand public, elle a beaucoup plus de financement, il y a un foisonnement, d'œuvres, multiples avec, d'innombrables ramifications. Je pense que la grande différence, entre la production anglo-saxonne et la production française, c'est que nous, on évolue dans un microcosme, avec, qui est confidentiel. J'avais un éditeur qui me disait, «C'est une niche». Alors c'est peut-être une niche avec, piscine et jacuzzi, mais c'est une niche. Et alors que là-bas, dans les pays anglo-saxons, le steampunk est un grand manoir. C'est le manoir du maître. J'en profite pour d'ailleurs, hem, pour cet aspect un peu plus, scientifique, ce regard scientifique sur la littérature. Vous pouvez aller consulter les ouvrages chez les Moutons électriques, hein. On a des auteurs comme Étienne Barillet et puis, Raphaël Colson qui ont écrit, des ouvrages qui s'intitulent Steampunk et puis, Rétrofutur qui en parlent très bien et qui font une catégorisation un peu de tout ça en en expliquant un peu le cheminement de ces courants littéraires et esthétiques. Mais plus en termes, d'atmosphère, parce que vous, par exemple, c'est sur, Napoléon. Souvent, nous, nos uchronies sont liées, à l'histoire, française. Est-ce que, les Américains, se posent dans une trame temporelle, différente de la nôtre? Ou ils vont écrire sur l'Europe, par exemple? Alors oui, heu, c'est vrai que le steampunk français a peut-être une spécificité. Mais c'est pas forcément, je pense, une spécificité du steampunk français, c'est plus une spécificité de la littérature française. Moi, à mon sens, en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire, avec Vincent. Alors moi dans l'Empire électrique et l'Homme électrique et puis à nouveau donc avec Vincent dans le Fleuve électrique, c'est qu'on touche à en fait, le steampunk français parle d'aujourd'hui et du futur. On a des thématiques qui sont tout à fait actuelles. Dans l'Empire électrique, je faisais intervenir, des personnages de Germinal, je parlais de la condition ouvrière, des inégalités sociales. On a eu un Napoléon, maître de l'Europe, c'est aussi la question du pouvoir en politique. Heu, Napoléon, c'était le maître, hein, de la propagande, du paraître. Il a réussi à instaurer en France, pendant quelques années, une monarchie absolue, mais qui avait l'apparence, d'une, disons, d'une république, avec un premier citoyen, hein. Napoléon, il a d'abord été premier consul, puis empereur, mais même en tant qu'empereur, et bien, il ne s'assumait pas comme un monarque absolu. Il voulait être le premier d'entre les citoyens, comme les empereurs romains, hein. Et il n'empêchait que c'était une monarchie absolue très, très, très dure, hein. Napoléon est un personnage qui reste extrêmement fort dans la vie politique française, puisque, les Français ne savent pas comment se situer, vis-à-vis de lui. Est-ce que c'est un dictateur? Est-ce que c'est un conquérant? Est-ce que c'est un héritier de la Révolution? Est-ce que c'est un fossoyeur de la Révolution? Est-ce que c'est un ennemi finalement? Ou est-ce que c'est au contraire, le meilleur représentant, de l'histoire de France? Justement, sur ce que tu dis concernant Napoléon, alors évidemment, Napoléon, c'est l'Empire, donc c'est une question politique, mais qu'on le veuille ou non, c'est un personnage hautement romanesque. Et c'est un personnage, comme tu l'as dit aussi, maître de la propagande, donc qui est devenu d'abord le héros de son propre roman. On ne cesse d'entendre parler de roman national, de retour au roman national. Napoléon n'y est pas pour rien. On sait qu'il écrivait des bulletins de la Grande Armée, qui étaient une merveilleuse façon d'enjoliver tous les faits d'armes dont il était général ou stratège en chef. Et c'est un personnage qui a fasciné évidemment dès son époque, y compris ses ennemis, y compris en Angleterre où Lord Byron a écrit très tôt à son sujet. Et puis, pour ce qui nous touche, nous, plus précisément, dans notre branche de la science-fiction et de l'Uchronie, on considère souvent que la première Uchronie, c'est Napoléon et la conquête du monde, qui est un texte de 1800, enfin 1836, 37, choses comme ça.
il est mort en 1821, donc une quinzaine d'années après sa mort. On imagine déjà ce qu'aurait été le monde si Napoléon avait pu le conquérir entièrement. On a parlé de la brièveté aussi de ce régime de l'Empire, mais justement, c'est ça qui fascine aussi. Finalement, il arrive sur le trône, il arrive au pouvoir en 1799, il abdique une première fois en 1814, revient et repart en 1815. Voilà, il a un pouvoir qui dure moins de 20 ans, et en ces même pas 2 décennies, il bouleverse complètement, à la suite de la Révolution certes, mais il bouleverse complètement le visage de la France, de l'Europe, et indirectement du monde. Les conquêtes napoléoniennes ont des répercussions, par exemple sur le Brésil, qui va gagner son indépendance. Enfin, là aussi, on pourrait discourir longuement. Mais en un sens, l'Empire napoléonien, c'est déjà une réécriture du monde. Sauf que c'est une réécriture factuelle. Il a réécrit la carte du monde. Faire de l'Uchronie napoléonienne, en un sens, c'est dans la simple continuité de l'histoire. Il l'a tellement réécrit qu'il est facile de rêver à d'autres réécritures. Bon, nous, simplement, ce qu'on y ajoute, c'est une part de science-fiction ou de merveilleux scientifique. Voilà. Et c'est ce merveilleux scientifique qui vous a plu particulièrement dans le steampunk? C'est ça qui vous a attiré en premier? Non, bah, tu sais, Louis, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, moi, je voulais pas forcément écrire du steampunk. C'était pas du tout, mon objectif. Je connaissais l'esthétique steampunk, mais ce qui, m'a intéressé en premier, c'était les personnages, en fait, hein. Avant tout, je suis fan des personnages qui sont apparus dans l'Empire électrique. Sherlock Holmes, Jack l'Éventreur, le Capitaine Nemo, Frankenstein, Dracula. Alors Dracula, c'est dans l'Homme électrique. Mais là, du coup, c'est Arsène Lupin. On a la galerie des personnages principaux, entre guillemets, mais après, on a toute une galerie de personnages plus secondaires qui apparaissent. Et en fait, c'est vraiment la volonté de jouer avec ces personnages, de les réutiliser, mais en faisant quelque chose de différent, pour pas répéter. Alors, il existe par exemple beaucoup de gens qui réécrivent des enquêtes de Sherlock Holmes, à la Conan Doyle, hein, sans aucune modification, en imaginant des enquêtes qui se passent avant ou après, ou dans des temps, dans des blancs de la vie de Sherlock Holmes. C'est pas du tout ce que j'avais envie de faire. Je voulais vraiment hem, reprendre le personnage, mais faire quand même quelque chose de différent, lui ajouter une originalité. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que de changer le décor pour, révéler des facettes, différentes des personnages? Et donc dans l'Empire électrique, moi ce qui m'a amusé, c'est à chaque fois prendre le contre-pied, enfin parfois, pas tout le temps, mais prendre le contre-pied du personnage. Par exemple, Zorro, c'est un jeune fringant, qui a une foi, inébranlable dans l'avenir, qui, se bat pour la justice, et contre l'oppression, et qui va gagner en attachant les mains des vilains soldats du sergent Garcia, et puis il a gagné. Et bah, dans l'Empire électrique, Zorro, c'est un vieil homme, un ambassadeur, en plus, qui connaît la complexité de la politique. C'est l'ambassadeur de la République indépendante de Californie dans le royaume de Louisiane. Donc il arrive en Louisiane, bah, en plus c'est un décor différent, on n'est pas en Californie, on est dans les bayous avec des crocodiles et des sorciers vaudous. Et Zorro, bah, c'est quelqu'un qui en fait, qui est sombre parce qu'il a vieilli, donc il a compris que, hem, eh bien, la vie n'était pas en noir et blanc, hein, mais en gris, que pour, avoir ce qu'on voulait parfois il fallait casser des œufs. Donc c'est un Zorro qui est sombre et qui ressemble en fait, qui est une évolution du personnage, que j'ai trouvé intéressante. Et est-ce qu'on peut rester un éternel optimiste quand on est un Zorro? Est-ce que le super-héros en fait, parce que Zorro c'est le premier des super-héros, est-ce que le super-héros peut rester un super-héros solaire, un héros solaire dans un monde réaliste? Bah, la réponse est non, hein. C'est ce que nous ont montré, d'autres œuvres autour des super-héros, par exemple The Boys, la série The Boys, ou alors Invincible en série de BD. Et en quelque sorte, même si c'est plutôt des figures, on l'a refait encore dans Le Fleuve électrique, Camis, qui est un personnage de Jules Verne. Ben là, il est extrêmement complexifié, puisque dans Jules Verne, en fait, c'est le supplétif africain. Là, dans le Fleuve électrique, c'est le soldat africain, mais qui est conscient
qui est conscient du cadre colonial dans lequel il se situe et qui est et de sa complexité, et qui est bien sûr en rébellion, mais pas seulement en rébellion, il est en réflexion sur ce cadre. Donc oui, le steampunk, d'accord, on fait du steampunk, on fait du voltapunk plutôt, puisque l'électricité est à l'origine de la technologie de notre univers. Mais pour moi, on fait surtout une relecture de personnages et de situations avec un point de vue actuel et sur des problématiques qui, elles aussi, sont actuelles. Voilà. Pour Victor, c'est avant tout l'attrait de réécrire des personnages. Pour toi, Vincent, qu'est-ce qui t'a plu dans le steampunk? Alors, justement, je crois que c'est un savant mélange de tous ces éléments que Victor vient d'exposer, de rappeler. Comme lui, ce sont les personnages fictifs d'abord qui me passionnent, et en particulier Sherlock Holmes, pour qui j'ai vraiment une passion dévorante. Et ça depuis très longtemps. Et justement, je sais que ayant beaucoup lu, beaucoup vu d'œuvres, soit de Conan Doyle, soit inspiré de Conan Doyle, j'ai peut-être trouvé là-dedans aussi dans ce personnage de Sherlock Holmes le, le modèle de la réécriture, puisque comme le disait Victor, plein d'autres auteurs ont créé leurs propres histoires de Sherlock Holmes. Il y en a une en particulier qui m'a beaucoup marqué quand j'étais enfant. C'est un film inspiré d'un roman de Nicolas Meyer. Alors le roman s'appelle La solution à 7%. Le film, ils ont choisi en français de le traduire comme Sherlock Holmes attaque l'Orient Express, parce que tout de suite c'est beaucoup plus vendeur. On voit tout de suite de l'aventure. D'ailleurs, on voit bien la vapeur et puis le côté Hercule Poirot en plus avec l'Orient Express. Et en réalité, l'Orient Express est très peu présent dans ce roman et dans ce film. Le point central de l'histoire, c'est la rencontre entre Sherlock Holmes et Sigmund Freud. Et comment Sherlock Holmes va aller se faire soigner de son addiction à la drogue chez le docteur Freud. Et quand j'y repense, je me dis, c'est peut-être là que j'ai eu la première inspiration inconsciente de cet univers, parce que la première, l'idée de base que j'avais eue et que j'avais exposé à Victor, c'était simplement Napoléon acquiert longtemps avant tout le monde la maîtrise de l'électricité grâce aux travaux de 3 savants, Ampère, Volta et Frankenstein. Et en fait, c'est cette collision entre des figures réelles, de scientifiques réels, que sont Ampère et Volta, et de scientifiques de fiction, qui est Frankenstein, qui avait fait par la rencontre, une espèce de petit Big Bang. Et c'est le plaisir de mélanger aussi ce réel et ce fictif, et de réemployer les deux. On a deux matières à notre disposition, une littérature, une histoire. Comment est-ce qu'on va mélanger les deux? Si on les recombine, qu'est-ce qu'on peut créer avec ça? En sachant que la somme des deux éléments est supérieure, la rencontre des deux éléments est supérieure à leur simple addition, quand c'est bien fait. On espère que ce soit bien fait. Et oui, et ce plaisir de partir d'une histoire qu'on connaît, et en particulier, c'est vrai que Ampère, en tant que Lyonnais, c'est un personnage qu'on connaît, parce que la place Ampère à Lyon abrite la statue d'André-Marie Ampère. Donc c'est non seulement historique, mais c'est familier pour Victor et moi qui sommes lyonnais. D'ailleurs, on allait à une époque écrire Place Ampère. Au Café 1900, mais il n'existe Tout plus, à enfin où fait. il a été renommé. Oui, je crois qu'il a changé de nom, mais je refuse de l'appeler autrement. Il s'appelle toujours le Café 1900 dans Ok. ma tête. Et oui, on fait se rencontrer quelque chose de familier et quelque chose de plus extraordinaire comme ça. Et je crois que c'est ça qui a été le premier plaisir, quoi. Un peu comme le disait Victor, la réécriture de personnages, mais en les déplaçant, en leur disant, tiens, je prends mon Playmobil, mon petit Playmobil de personnage, mais je vais prendre un Playmobil Belle Époque, et je vais le placer, je sais pas, parmi le décor des Playmobil Moyen Âge, par exemple. Ça, c'est une sorte de jeu qu'on fait enfant, et bon, on va pas dire que c'est exactement la même chose, il y a un petit peu plus peut-être de travail, mais on est toujours dans un jeu. On joue à déplacer, créer, recréer. Je crois que c'est ça qui nous amuse d'abord. Mais
c'est un amusement, comme disait Victor, qui permet aussi de porter un autre regard, un regard décalé sur le monde tel qu'il allait, tel qu'il va, tel qu'il ira peut-être. Donc bon, voilà, c'est un jeu d'imagination qui a quand même vaguement aussi des ambitions de réflexion. L'homme gisant sur le lit de camp en face de son bureau était-il lié au grand Victor Frankenstein, l'un des pères de la science électrique moderne? L'officier avait entendu parler des innovations médicales rendues possibles par cette dynastie de savants, dont chaque génération avait été décorée des plus hautes distinctions impériales pour services rendus à la nation. La rumeur disait que les traitements voltaïques, administrés par un Frankenstein, pouvaient revigorer un membre paralysé, rendre la vue à un aveugle, ou même sauver la mise à un agonisant. Bien sûr, Gaëlton ne profiterait jamais de cette médecine miraculeuse. Trop cher pour sa maigre paye. Une consultation auprès d'un praticien compétent coûtait la solde d'une vie de labeur. D'après ce qu'en savait l'officier, Frankenstein soignait l'empereur Napoléon II en personne. Et il gardait jalousement les secrets de sa science. 2 semaines auparavant, le capitaine avait perdu une dizaine de gars contre une bande de trafiquants des oasis. L'un d'eux, le sergent Adil Beshbakr, avait salement dégusté pendant plusieurs jours avant que la gangrène ne l'emporte. Une simple décharge administrée selon la méthode Frankenstein aurait-elle pu sauver ce brave soldat? Ces pensées nourrissaient la rancune du capitaine Gaëlton à l'encontre des planqués de la métropole. L'officier abandonna sa rédaction et déplaça un tabouret pour se placer au chevet de l'inconnu. Ce gaillard-là ne ressemblait pas à l'image qu'il se faisait d'un savant. Bel homme, aux membres élancés, ses favoris bruns surnageaient dans une barbe d'aventurier encore incrustée de sable. Sa face se crispa de douleur. L'infortuné, cuit par le désert, souffrait par tous les pores de sa peau brûlée. Gaëlton plongea un linge dans le seau d'eau, tiède, posé au pied du lit, et le pressa sur le front du rescapé. « Que faites-vous perdu ici, monsieur Frankenstein » murmura pour lui-même le capitaine. Comme s'il réagissait à cet appel, le gisant émergea de ses rêves fiévreux, roulant des yeux soudain exorbités à la recherche d'un soutien. Il se redressa, agrippa la chemise de Gaëlton, et toujours délirant, susurra frénétiquement. « Je ne suis pas comme lui, je vous le jure, je ne savais pas !» Vous venez d'écouter un extrait de la nouvelle Les légataires de Prométhée, qui se trouve dans le recueil L'Empire électrique de Victor Fleury. J'aimerais revenir sur votre travail de l'Empire électrique, et il y a une première question qui me vient tout de suite à l'esprit. Pourquoi du Voltapunk au lieu du Steampunk? Donc, pourquoi l'électricité à la place de la vapeur? On a dit tout à l'heure que le steampunk, c'était une esthétique au départ. Je pense que le Voltapunk est pas loin d'être la même chose, une esthétique. Pour moi, utiliser l'électricité, c'était aussi changer de décor visuel. Parce qu'en fait, quand on écrit, on se fait un peu un cinéma à l'intérieur de sa tête. Et voir le jaillissement de l'électricité qui peut changer de couleur. Alors, il va y avoir un arc électrique violet, une foudre rouge, un grésillement, une étincelle jaune. Voilà, c'est un jaillissement de couleurs, une profusion d'effets sonores et visuels. L'électricité, elle vrombit, elle grésille, elle vibre, elle bourdonne comme une nuée d'insectes. Donc on est dans un décor qui est beaucoup plus coloré, beaucoup plus excité, beaucoup plus brillant qu'un steampunk classique, entre guillemets, un steampunk où on va avoir des grandes cheminées, d'où sortent des nuées de fumée noire, avec de la fumée noire qui cache le ciel, un aspect un peu plus sombre. Et ce qui était intéressant, à mon sens, c'était de ne pas non plus lâcher l'aspect dystopique de notre univers, parce qu'il y a quand même un aspect fortement dystopique à notre univers, qui est une dictature où le colonialisme existe, où la lutte des classes est quand même très, très marquée, comme l'était au XIXe siècle. Il n'y a pas de propos très militants là-dedans, hein, c'est vraiment parler de l'histoire. Hein. Bien sûr, ça aborde des sujets politiques, mais c'est pas militant. Donc,
ne pas lâcher l'aspect dystopique, mais cet aspect dystopique eh bien, est caché par le jaillissement de l'électricité. Et pour le coup, il y a un aspect qui est très napoléonien là-dedans aussi. Hein. C'est-à-dire que Napoléon, c'est l'or, les dorures, les décorations incroyables, les tape à l'œil partout, qui cachent eh bien, l'aspect autoritariste hein, de Napoléon, son contrôle social, son contrôle le contrôle de la société, le contrôle puisque en fait un Napoléon, il faut se rappeler quand même que c'est quelqu'un qui rétablit l'esclavage, c'est quelqu'un qui impose dans son code civil le pouvoir du père sur l'ensemble de la famille. Donc le père peut frapper son fils, l'enfermer à la cave s'il le souhaite. La femme doit obéissance à son mari, c'est écrit en toutes lettres dans les lois de Napoléon, hein, du code civil. Napoléon, c'est une société où l'ouvrier, il a un livret qu'il doit faire viser par son patron. Il ne peut pas se séparer de ce livret. Hein. S'il circule sans son livret, l'ouvrier est arrêté pour vagabondage. Si un patron veut ne pas payer son ouvrier et qu'il déclare par contre l'avoir payé, alors la loi dit de façon explicite hein, que le patron est cru sur le paiement du salaire. C'est-à-dire qu'en fait, la parole du patron est supérieure à la réalité. Donc on est dans une société quand même où dans tous les domaines de la société, on a un pouvoir hiérarchique avec une personne qui écrase les autres, hein, le père dans la famille, le patron dans l'entreprise, l'empereur dans la société, qui est caché par l'aspect glorieux du régime napoléonien, avec les conquêtes militaires, les aigles d'or, l'héroïsme, la gloire, voilà. Euh, ça ressemble un peu à l'électricité, parce que quand il y a une ampoule qui brille trop dans une pièce, on voit plus que l'ampoule. Et puis il y a cet aspect visuel de la bobine de Tesla. Alors la bobine de Tesla, moi, j'adore regarder une bobine de Tesla en fonctionnement. Vous pouvez y passer des heures, vous mettez sur Google bobine de Tesla, voilà. Sinon, vous pouvez regarder le film Le Prestige, qui est un J'allais film le dire. voilà, c'est ça, de Christopher Nolan, c'est ça? Oui, c'est Christopher Nolan. Oui, c'est Nolan. Ouais. Alors, pour le coup, c'est un super film. Qui est difficile à caser, un peu comme à ranger, un peu comme le steampunk. D'ailleurs, est-il un film steampunk hein Est-il un film Voltapunk Voltapunk. Non, hein, oui. Parce qu'on Carrément. voit les bobines de Tesla en fonctionnement. Donc, on a cette image d'un pilier avec en son sommet une boule d'où jaillissent des éclairs. Et c'est une image qui est à la fois belle et terrifiante. En fait, c'est le progrès en marche. C'est aussi c'est un déploiement d'énergie, donc c'est aussi une image de destruction. Et donc ça donne pour moi une esthétique qui est complètement nouvelle en fait au Voltapunk. Je vais dans le sens tout à fait de Victor, en particulier en reprenant cet exemple du Prestige, parce que il a un grand point commun aussi avec nous, bon, à travers la figure de Nikola Tesla, c'est la figure du savant, et en particulier du savant fou. Tesla n'est pas un savant fou, mais il est vu justement comme un fou par les habitants de la bourgade américaine où il est allé s'installer, dans le roman et dans le film. Et justement, cette image du savant qui joue avec les limites du possible, mais aussi les limites du raisonnable, les limites de l'humain parfois. C'est évidemment quelque chose qui a fasciné le 19e siècle, donc qui est dans notre esthétique tout à fait. Et quand je parlais tout à l'heure de Frankenstein, finalement, c'est d'abord parce que c'est un, un premier personnage qui exploite l'électricité à des fins scientifiques, mais justement aux limites du raisonnable, enfin peut-être même au-delà des limites du raisonnable, qu'il est, euh, qu'il est fascinant. Je pense que Mary Shelley elle-même était fascinée par les expériences scientifiques sur l'électricité qu'on pouvait voir se développer en ce tout début du 19e siècle. Et oui, l'image de ce que les hommes avaient vu de loin à travers la foudre, qui était vu comme ce feu tombant du ciel, ce pouvoir surnaturel quasiment, naturel mais qui pouvait être vu comme surnaturel et divin, eh bien tout d'un coup était possédé par l'homme. Je trouve que justement l'électricité
a une esthétique, pour reprendre à nouveau ce terme, une esthétique qui est encore plus forte, me semble-t-il, que celle de la vapeur. Il y a quelque chose de fascinant dans le spectacle de la foudre qui tombe, de la foudre en boule, des machines comme celle de Tesla. Et oui, c'est vrai que l'aspect visuel et sonore est très important sans doute dans les choix qu'on a pu faire et le goût qu'on a pu développer, Victor et moi, pour l'électricité. Oui, d'ailleurs, on parle de la fée électricité, Oui, hein, c'est à ça. l'époque. La fée, c'est-à-dire qu'on a carrément inventé une expression qui Qui personnifie personnifie. l'électricité, hein, sous la forme d'une créature merveilleuse. Et là, on est complètement dans le merveilleux scientifique. Et Exactement. voilà. Je ne saurais mieux dire. Et puis, il y a une autre œuvre justement de la même époque, fin 19e ou début 20e, au tournant des deux, qui est de Robida, un auteur un peu oublié aujourd'hui, mais qui justement préfigure aussi pour nous peut-être une inspiration, mais qui marque bien la fascination du temps pour le développement de l'électricité. Ça s'appelle La vie électrique. On dirait que ça fait partie de la série de nos livres. Et voilà, déjà à l'époque, il célèbre d'abord et il extrapole les possibilités, tout ce qu'on peut rêver de merveilleux sur cette base scientifique. Mais d'ailleurs, les contemporains de l'invention de l'électricité en attendaient énormément. On s'imaginait que l'électricité avait des pouvoirs qu'elle n'a pas en réalité. Et les premiers créateurs de merveilleux scientifiques, ce sont les gens qui ont utilisé l'électricité pour la première fois en imaginant qu'elle allait ensuite avoir des applications médicales ou autres, hein. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on imagine dans notre univers. Moi, dans l'Empire électrique, dans la seconde nouvelle de l'Empire électrique, les légataires de Prométhée, qui est sur Frankenstein, et ben, j'imagine que le Frankenstein est devenu le créateur de la médecine électrique. Donc voilà, on a une médecine à base d'électricité. Quand on électrocute quelqu'un, en fait, on le revitalise. Donc dans la nouvelle, on a par exemple Sissi qui vient se faire au cabinet du docteur Mark Frankenstein, qui est l'héritier le petit-fils de Victor Frankenstein. Elle vient se faire des, euh, des électrocutions salvatrices qui en fait la revitalisent, lui redonnent une deuxième jeunesse, sa peau est lisse, elle a la fraîcheur de la jeunesse alors qu'elle a 50 ans. Bon, ce genre de choses complètement impossibles, c'était tout à fait dans ce qu'imaginaient les gens à l'époque, hein. Et dans L'Homme électrique, j'utilise le personnage de Mesmer. Mesmer qui était un charlatan du XVIIIe siècle. Finalement, on est en plein dans le merveilleux scientifique et on revient aux croyances des personnes de l'époque pour créer quelque chose de nouveau, pour créer un décor nouveau, de nouvelles règles du jeu, mais inspiré en fait par de vieilles croyances. Alors, vous êtes tous les deux lyonnais, donc c'est naturel que la capitale soit Lyon du nouvel empire de Napoléon. Ça, je pense que tout le monde l'a compris rapidement. Lyon, si on a choisi de situer à cet endroit la capitale de l'Empire, c'est sans doute par une forme de petit chauvinisme quelque part, qu'il faut bien admettre, mais pas seulement. C'est parce que, historiquement, Napoléon voulait réellement y bâtir un palais, qui certes n'aurait peut-être pas été son seul palais, mais qu'il voulait placer là pour diverses raisons. D'abord parce que il appréciait la ville de Lyon, et Lyon le lui rendait bien. Il faut revenir rapidement sur l'histoire de Lyon pendant la Révolution, qui s'était révoltée contre le pouvoir de la Convention et qui avait été réprimée dans le sang atrocement. Et par conséquent, Lyon a longtemps été, dans les années de la Révolution finissante, une ville un petit peu exclue, marginalisée. Et quand Bonaparte est devenu premier consul, il a voulu montrer à Lyon son affection en notamment posant la première pierre des nouveaux immeubles de la place Bellecour. Bref, il y avait une relation assez proche entre les deux, entre Lyon et Napoléon, entre les deux parties. Et puis, il y a une autre raison qui est que il était roi d'Italie en même temps qu'empereur des Français. Et donc, ça l'arrangeait bien en fait d'avoir un palais qui soit à mi-chemin entre Paris et Rome. Rome qui était également
la ville dont son fils était roi. Le roi de Rome, c'était le titre commencé de celui qu'on a appelé l'Aiglon, qui a été Napoléon II, très brièvement. Donc Lyon, historiquement, déjà avait un lien fort avec Napoléon. Ensuite, il s'agissait pour nous de broder un petit peu à partir de notre délire, pour dire, voilà, il s'installe définitivement à Lyon, plutôt qu'à Paris, dont il craignait, dans la réalité aussi, les mouvements révolutionnaires. On n'exagère même pas énormément, hein, puisque il y a des représentations du palais que Napoléon avait Tout à prévu fait. de construire. Hein. Si vous allez au musée Gadagne à Lyon, vous allez pouvoir trouver une illustration du palais du roi de Rome, parce que c'est le nom du palais qui devait être construit. Et il devait être construit à Confluence. Hein. C'est un gigantesque palais avec des jardins qui se situent à l'emplacement actuel du musée Confluence. Et donc c'est là que Napoléon voulait construire ce palais. Et effectivement, ça aurait dû être un des palais centraux de Napoléon. D'ailleurs, l'autre élément qui fait que on aurait très bien pu voir Napoléon se déplacer à Lyon, déplacer sa capitale à Lyon, c'est la proximité de la Corse, hein, son île natale. Voilà. Il suffit de descendre la vallée du Rhône et plus loin vous avez la Corse. Et puis c'est plus central aussi dans les, euh, dans les trajets intra-européens que vous pouvez faire. Si vous voulez passer d'Espagne en Allemagne, bah, vous passez par la vallée du Rhône. Hein. Voilà. Puis un dernier élément, c'est que Lyon était la capitale des Gaules, donc ça rattache à l'histoire impériale de l'Empire romain. Pour un empereur, voilà, il y a quelque chose d'assez naturel à venir s'installer dans une ville qui était la capitale d'une province impériale. Alors Vincent, toi tu parlais de l'Italie là brièvement. Dans votre univers, l'Empire français ne s'arrête pas à la Prusse ou aux conquêtes autrichiennes. Ça va très très loin. Quels ont été les impacts pour les États-Unis? Donc, notamment, c'est le cadre de la nouvelle sur Zorro de Vincent, ou même pour Londres De dans Victor? cet univers-là. Pardon, de Victor, ouais. Les Masques du Bayou. Et quels ont été les impacts sur les États-Unis pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient découvrir un peu ton travail? C'est une bonne question et justement, comme nous savions que tu allais nous poser des questions sur la géopolitique de l'Empire, on a un peu révisé parce qu'en fait, on est sans cesse en discussion. Tout ce qui n'a pas été, disons, euh, cristallisé dans une œuvre de l'Empire, enfin liée à l'Empire électrique, est encore sujet à débat et peut être modifié. Mais l'idée générale, c'était que, en gros, l'Amérique du Nord est une myriade d'États différents et indépendants. On le voit de toute façon dans les Masques du Bayou, parce qu'on a le Royaume de Louisiane qui est indépendant, on sait que la République de Californie est indépendante, et on sait que l'Union des États-Unis hein, d'Amérique et la Confédération des États, donc confédérés les États sudistes, existent chacun indépendamment. Donc, bah, ça fait déjà 4 États et ce ne sont pas les seuls en Amérique du Nord. Mais peut-être que Vincent, tu veux en parler? Oui, ce ne sont pas les seuls, notamment parce que l'Alaska est russe, comme d'ailleurs elle l'était dans la réalité jusqu'en 1867, si je ne dis pas de bêtises. Et puis il y a une sorte de Canada, mais qui s'appelle pas le Canada, qui est l'endroit où les monarques britanniques sont partis s'exiler. Donc il y a cette partie-là aussi. Bon. Ensuite, pour ce qui est de tracer des frontières exactes, ça c'est toujours le casse-tête. À la fois c'est compliqué parce que c'est un travail vraiment précis, et puis c'est vrai que tracer des frontières exactes, c'est un petit peu, on le ressent je pense, Victor et moi, comme une légère entrave à notre imagination. Si on fixe tout de suite les frontières, c'est-à-dire qu'on doit s'arrêter à quelque chose de très net, de très défini. Et en fait, je crois que ce qu'on préfère, lui et moi, c'est dévoiler au fur et à mesure, par petites touches, les réalités géopolitiques de notre monde. On sait que l'empire électrique, c'est un empire d'Europe, mais qui s'étend au-delà de l'Europe. Par exemple, dans la nouvelle de Victor, Comment je me suis évadé du bagne, on est en Australie, qui est une colonie européenne, une colonie électrique, on pourrait dire. Il y a des évocations aussi, notamment dans l'homme électrique, des différentes conquêtes,
la Perse, enfin, etc., qui sont seulement évoqués au détour d'une phrase parfois. Et je pense que ça nous amuse aussi de ne pas forcément tout dire, tout montrer, parce que ça permet de faire rêver aussi. C'est un peu comme, je reviens à Sherlock Holmes, décidément c'est une obsession, ce qu'on appelle les untold stories dans les romans et les nouvelles de Sherlock Holmes. C'est quand Watson évoque au détour d'une phrase telle ou telle enquête que Sherlock a résolue, et à aucun moment il ne va nous expliquer de quoi il s'agit. Et ça a fait rêver les auteurs qui se sont inspirés de Sherlock Holmes. Et de la même manière, voilà, on évoque à tel endroit, tiens, l'Empire Zoulou, on l'évoque, et puis que l'imagination fasse son chemin. Et puis, bon, il y a des œuvres qu'on va développer qui vont peut-être amener à découvrir plus en détail tel ou tel territoire, qui soit un satellite de l'Empire électrique, ou au contraire un ennemi, ou un État tout à fait indépendant. Je pense qu'on a encore pas mal de zones géographiques et historiques à explorer. Tu nous teases bien. J'espère. Pour parler des territoires qui sont déjà fixés par des textes dans l'Empire électrique, l'homme électrique ou le fleuve électrique, en Amérique du Nord, on sait que par contre que la Jamaïque, par exemple, est occupée par l'Église catholique. Donc l'Église catholique, chassée par Napoléon du Vatican, a pris ses quartiers en, sur l'île de la Jamaïque. La Havane a été renommée Nouvelle-Jérusalem, et voilà, le pape et sa hiérarchie d'église, eh ben, c'est une puissance des Caraïbes en fait. Donc dans la nouvelle, Victor, dans la... c'est Cuba du coup. Oui, c'est Cuba, pardon. J'ai dit quoi? J'ai dit la Jamaïque, c'est ça? La Jamaïque, ouais. Non, Je te reprends. c'est pas la Jamaïque, c'est Cuba, effectivement. Et dans la nouvelle, à la poursuite du Nautilus, le Léviathan, hein, le sous-marin des héros, enfin du héros de la nouvelle, croise un submersible en forme de poulpe, de kraken, pardon, de kraken géant, et ce submersible est un submersible de la Nouvelle-Jérusalem. Donc on sait que voilà, il y a la puissance, que l'Église existe sous forme de puissance sur l'île de Cuba, en Amérique centrale. On sait aussi que le Missouri est un État confédéré, parce que dans la nouvelle Les Masques du Bayou apparaît Tom Sawyer, qui est un officier de l'armée confédérée. Voilà. Donc on a effectivement, comme disait Vincent, des indications, mais on n'a pas tout fixé, parce que c'est vrai qu'on a envie d'inventer. Ceci dit, si on peut parler d'un projet, on aimerait beaucoup faire un atlas électrique, parce que quand même on a notre petite idée. On parlait des frontières tout à l'heure. Vincent disait que c'était difficile de faire des frontières, et il a raison. Il n'empêche qu'on en trace pas mal, hein. On est pas mal sur les cartes en train de dire ah oui, la frontière elle passe par là parce que si, parce que ça. Ça permet de procrastiner pas mal et de rien écrire pendant une après-midi, c'est bien. Euh, hein, Il faut l'avouer. et il faut l'avouer. Hein. Donc voilà, on est sur les frontières. On a aussi, il y a des choses aussi qui nous titillent. Le but de faire une Amérique du Nord uchronique et éclatée, c'est aussi redonner une seconde chance, par exemple, aux Indiens d'Amérique. Il y a certainement des territoires indiens indépendants, peut-être plus puissants que dans notre univers, parce que leurs ennemis d'origine européenne sont dispersés en plusieurs États. Il n'y a pas que les États-Unis d'Amérique, parce que la guerre de sécession a duré plus longtemps. Donc peut-être que les Indiens d'Amérique, les Amérindiens, pourront plus facilement tirer leur épingle du jeu. Vous le saurez peut-être dans une œuvre ultérieure. Voilà. On sait aussi que le Mexique est très certainement gouverné par un Habsbourg, parce que c'est marrant, parce que Napoléon III il avait envoyé un Habsbourg au Mexique en espérant que celui-ci prenne le pouvoir et devienne empereur du Mexique, et que ça a complètement ça n'a pas marché, hein. Il est reparti. Oui, spoiler alert, ça s'est mal terminé pour Maximilien. C'est ça s'est mal terminé. Donc voilà, il y a certainement un Malgré Habsbourg la belle bataille de Cameron. Exactement, tout à c'est fait. ça. Nous avons affaire à un connaisseur. La grande bataille de la Légion étrangère.
La bataille qui a fondé la Légion étrangère même. Oui, qui fonde le mythe de la Légion étrangère et qui est Mhm. l'occasion de la célébration tous les ans et de l'anniversaire. On salue nos amis légionnaires. Alors là, Victor, tu parles énormément de tout ce qui concerne l'Amérique. L'Afrique, on va pas en parler parce que c'est justement le cœur du fleuve électrique qui va arriver et donc on va pas spoiler. Je pense qu'il y a une assez grosse découverte On avec. peut en parler rapidement si tu veux. Ah bah vas-y si tu veux, On, si on- t'as sans on trop peut en spoiler parler rapidement l'intrigue, de l'Afrique. brièvement. Ce qui nous intéressait en Afrique, c'était le colonialisme, quand même. Parce que moi, ce qui m'a frappé dans mes lectures de steampunk, c'est que l'Afrique est soigneusement évitée. Ça, c'est quelque chose d'assez frappant, hein. On a très, 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 très peu d'ouvrages qui font référence à l'Afrique. Et s'ils font référence à l'Afrique, en fait, ils prennent un autre cadre pour évoquer l'Afrique. Notamment, le coup classique, si j'ose dire, c'est des missionnaires, des colons steampunk qui vont aller s'installer sur une planète étrangère avec des extraterrestres qui sont opprimés par des méthodes colonialistes. Mais c'est pas l'Afrique, hein, c'est une autre planète. Voilà. C'est une façon de parler du colonialisme sans forcément s'empêtrer avec un décor réel comme celui de l'Afrique. Mais justement, hein, nous, ce qui nous intéressait, Vincent et moi, c'était vraiment d'aller en Afrique. Et le sujet un peu, disons, casse-gueule, c'est de parler de l'Afrique et du colonialisme, sans faire du négationnisme, parce qu'on est dans un univers parallèle, donc on trafique l'histoire. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'on raconte une histoire parallèle qu'on ne peut pas parler de notre véritable histoire. Et donc, notre univers, l'Afrique de notre univers, a toutes les caractéristiques, je dirais, négatives de notre univers réel. Donc il y a un colonialisme avec ses travers, avec ses massacres, avec ses oppressions, hein, et on l'a mis en scène, hein. Même si, et là on touche cette fois à la science-fiction, en fait l'intérêt pour moi de la science-fiction et de la fantasy, c'est aussi de traduire des choses réelles, mais sous une forme plus onirique, plus poétique. Et notamment, alors un exemple parmi d'autres, dans l'univers de l'Empire électrique, la France, donc l'Empire français, puisque Napoléon, les descendants de Napoléon gouvernent toujours l'Europe, l'Empire français a de nombreuses colonies en Afrique, et il existe un petit appareil qui s'appelle l'épingleur. C'est une sorte de fusil euh, qui tire des épingles qui se fixent sur la tête d'une personne et qui la lobotomise en quelque sorte pour en faire une sorte de zombie servile, obéissant et qui ne peut pas penser par lui-même. Et voilà, alors c'est un élément complètement imaginaire, mais ces petites épingles qui contrôlent les pensées de ceux qui y sont soumis, c'est un sous-texte évident du colonialisme, avec les puissances étrangères qui viennent contrôler la vie des gens et leur façon de penser et leur façon de vivre, etc. Et c'est pas la seule invention qu'on a mis dans ce livre, qui sont des inventions imaginaires liées aux merveilleux scientifiques, mais qui sont aussi des sous-textes qui illustrent notre propre histoire. Et je pense qu'on peut s'amuser avec des aventuriers, des héros, des personnages, tout en respectant un cadre qui certes est imaginaire, mais qui parle de notre réalité et surtout qui respecte notre réalité. Voilà, c'est exactement le point que j'allais reprendre, ce sur quoi Victor vient de conclure, c'est-à-dire la part d'amusement, la part de jeu, la part de fantaisie et la part de sérieux et de réflexion. Et je partage à 100% ce que dit Victor sur le fait qu'on peut mêler les deux, que c'est pas parce que on utilise un médium qui peut apparaître de simple divertissement qu'il n'y a pas derrière un enjeu sérieux. Voilà, je crois qu'on a fait, on a imaginé cette histoire avec son sous-texte symbolique, avec, je crois, le plus grand respect pour la réalité, qui est là quand même l'origine de notre imagination, malgré tout, même si on s'en écarte pour inventer. Il y a malgré tout beaucoup de respect pour la réalité.
Malmenée par les remous du fleuve qu'elle remontait à contre-courant, la barge voltaïque s'approcha tant bien que mal du bord, et des cordes furent lancées pour l'y amarrer. À quelques dizaines de mètres de là, les frondaisons rousses se détachaient sur un ciel gris, annonciateur d'intempéries. Une passerelle émergea de l'embarcation, racla le quai de pierre, et bientôt livra passage à un singulier individu. Jeune, presque encore adolescent, il portait tous les attributs d'un prince africain en tenue d'apparat. Une haute coiffe brillait à son front, des fourrures de léopard coulaient de ses épaules à sa taille, ceinte d'un pagne blanc, et il serrait dans sa main droite une lance richement ornée, tandis que la gauche présentait un large bouclier de cuir en forme de losange. Pieds nus, il s'avança majestueusement vers la rive, à la rencontre d'un homme en redingote. « Votre Altesse !» s'exclama celui-ci en exécutant une courbette obséquieuse. « Quel honneur de recevoir pour cette grande occasion le très glorieux roi Ukwatutu du Katanga. Je suis monsieur de Safray, secrétaire auprès du ministre des colonies, chargé de vous escorter aujourd'hui. Notre belle ville de Lyon s'enorgueillit de votre présence, et Sa Majesté espère que vous avez effectué un agréable voyage. » Vous venez d'écouter un extrait du roman Le Fleuve électrique, le roman écrit à 4 mains par nos 2 invités. Et pour ceux qui vous ont déjà lu, là vous avez donc traité de l'Afrique, de l'Amérique, on a un petit peu parlé de ce qui pourrait se passer en Amérique du Sud. Qu'en est-il du Japon, qui est, je pense, peu évoqué ou pas évoqué, peut-être légèrement dans L'Homme électrique, qui va jusqu'en Mongolie. Est-ce qu'il y a une incursion prévue dans un japonais steampunk ? Alors, pour ce qui est de l'Asie, on sait que, en lisant L'Homme électrique, on sait que les conquêtes de Napoléon, dans les années 1890, donc, se font en Asie. Parce que on a l'impression que tout le reste a été pacifié, ou en tout cas qu'il n'y a plus d'enjeu de conquête, ou alors des guerres froides dans les autres endroits du globe. Donc en Asie, on voit la grande armée de Napoléon IV, dans L'Homme électrique, qui est face aux hordes mongoles qui apparaissent comme les seules forces militaires à pouvoir s'opposer à Napoléon à cet endroit du globe. Donc on voit le Bogdo Khan, qui est le véritable chef des Mongols à cette époque d'ailleurs, mais qui là reçoit l'aide de beaucoup d'autres peuples bouddhistes d'Asie, qui résistent à la grande armée avec des aéronefs, des abeilles électriques, des bourdons électriques, des canons voltaïques, etc. Et tout ce qu'on sait, c'est que donc les Mongols résistent face à l'avancée inexorable de la grande armée, que la Chine semble être sous la coupe des Triades. D'ailleurs, on a un autre personnage qui apparaît, qui est chinois, c'est Fu Manchu, hein, le célèbre criminel qui apparaît dans Comment je me suis évadé du bagne. On va pas trop en parler pour pas spoiler l'intrigue. Mais donc la Chine semble être un grand corps malade, l'empire du milieu semble exister, mais sous la coupe des Triades qui ont le véritable pouvoir. Et quant au Japon, eh bien justement, on en parle, pour l'instant, pas du tout dans l'Empire électrique, dans l'Homme électrique, ni dans le Fleuve électrique, mais eh bien une personne de notre entourage qui s'appelle Gaël Régnier, que nous saluons d'ailleurs au passage, parce que c'est un très bon ami et puis c'est un érudit dans le domaine de la culture japonaise, puisqu'il a écrit un livre sur l'œuvre de Miyazaki qui est absolument incroyable, livre qui est paru aux éditions des Moutons électriques, qui n'est plus édité et qu'on peut trouver sur les plateformes aujourd'hui d'occasion, mais à un prix défiant toute concurrence, preuve de sa qualité, parce que les gens se l'arrachent alors même que il n'est plus édité, ce qui est bien dommage, hein. Je pense que les Moutons électriques devraient rééditer. Et donc du coup, Gaël nous a dit, en fait, pourquoi vous faites pas quelque chose dans l'univers dans le Japon? On pourrait faire un Japon électrique, et puis je pourrais vous aider. Et je lui ai dit, ah, mais c'est une super idée, et donc on va en parler. Et donc depuis, on en parle par mail, hein, et on aimerait vraiment faire un truc autour d'un Japon électrique. Alors, je vais pas trop en parler parce que j'ai pas non plus envie de spoiler. Voilà. Mais oui, le Japon électrique. Peut-être pas sous ce titre définitif, mais c'est l'idée.
on va dire. Et il est peut-être pas si électrique que ça, justement, lui. Voilà. Vincent, est-ce que tu as d'autres projets de romans là en ce moment? Est-ce qu'ils seront dans l'Empire électrique? Alors, concernant mes projets d'écriture, actuellement, il y a, alors, avec Victor, on en parlera peut-être un petit peu après, de ce que nous, on prévoit ensemble. J'ai des projets en solo qui sont en partie soit projetés ou alors déjà en partie écrits. Et ça concerne notamment des romans. Un roman en particulier que je souhaite développer, toujours dans l'univers de notre Empire électrique, dans notre Voltaverse, notre univers Voltapunk. Et toujours dans ce même univers, il y a des nouvelles dans un format qui est un peu proche de ce que Victor, toi, tu as pu écrire dans l'Empire électrique, puisque on avait commencé à écrire jadis. Alors tout à fait, en fait, Vincent, ça fait quelques années qu'il me fait passer des nouvelles dans l'univers de l'Empire électrique. Et ce serait super qu'un jour, ça fasse un recueil dans le même style que l'Empire électrique. Moi, j'aime beaucoup ce format et je trouve que Vincent, il est très bon là-dedans aussi. C'est de faire des histoires qui sont pas des romans, qui sont pas des nouvelles non plus, qui font entre 60 et 100 pages, donc c'est des gros bébés quand même, mais qui développent par petites touches l'univers avec des héros différents. Et c'est vrai que voilà, Vincent, il a écrit des histoires qui sont très très bien, et du coup, en fait, le but, ce serait de mettre en forme ces histoires pour qu'elles forment un tout, hein, parce que l'intérêt, c'est aussi de donner un aspect homogène à un éventuel ouvrage. Et on retrouve énormément de héros de la littérature populaire. Alors, on va peut-être pas les donner parce que ce serait déjà spoilé. Oui, voilà, je Euh, pense que par certains aspects, ce serait spoilé, mais justement, tu parles du format. C'est vrai que le genre de la novella, cette histoire, enfin, ce récit à mi-chemin entre une nouvelle et un roman véritable, c'est vrai que c'est toi qui l'as exploité en premier, et je crois en effet que c'est un genre qui convient très bien à l'univers qu'on veut développer et à la manière de le montrer. Et justement, il y a des nouvelles plus ou moins longues, certaines qu'on pourrait appeler simplement des nouvelles, d'autres carrément des novellas. Et ce que j'aimerais faire justement, c'est en faire un recueil. Et ce que j'apprécie pour le moment dans le Voltaverse, c'est le fait que chaque histoire puisse se lire indépendamment, qu'on puisse entrer dans n'importe quelle histoire au choix. On commence par celle qu'on veut, on s'y retrouve, et malgré cela, malgré l'indépendance de chaque récit, les histoires sont connectées les unes aux autres. On va retrouver tel ou tel personnage. Et c'est vrai entre les histoires écrites par Victor, celles qu'on a écrites ensemble, Le Fleuve électrique, et puis les nouvelles que moi-même j'écris ou que j'ai écrites correspondent aussi par telle ou telle référence, tel ou tel personnage. Et je trouve ça intéressant de créer des liens. Et le recueil idéal que je voudrais écrire, ce serait vraiment des récits indépendants, mais qui en se lisant à la suite créerait quelque chose d'un petit peu différent. Tout de suite, on prendrait du recul sur chaque nouvelle indépendante. Donc il faut encore que j'y travaille. Alors là, à Noël, Vincent m'a envoyé le Noël électrique. Si- C'était un peu c'était un peu son épisode Noël, hein, comme dans la série Doctor Who C'est ça. ou la série Sherlock Holmes, hein. Il y a un épisode de Noël Ou et Community, ça m'a enfin, c'est beaucoup, dans tout genre. oui, voilà, c'est ça. Ça m'a beaucoup amusé. On peut peut-être dire rapidement, en fait, c'est une enquête. Vas-y, je t'en prie. C'est une enquête des policiers de la sûreté à Lyon, donc dans la capitale de l'Empire. Et donc, il fait apparaître plusieurs personnages de policiers qui, bien sûr, viennent d'œuvres littéraires, qui ont une enquête à mener alors que c'est Noël et qu'ils n'ont pas forcément envie de travailler. Et c'est vachement bien. Et du coup, ça me donnait l'idée peut-être d'un recueil uniquement consacré aux enquêtes des policiers de la sûreté, qui certes sont au service d'une société autoritariste de surveillance, mais qui sont aussi des hommes aussi comme les autres,
qui ont leurs amours, leurs amitiés, leurs intérêts, leur paresse, et qui, au fond, pour certains, sont pas des mauvais bougres, et qui ferait bien une petite galerie de héros du quotidien, quoi. Oui, Voilà. ce sont des personnages qui sont assez récurrents dans nos histoires, tout simplement parce que, comme tu le disais, Victor, ils sont à mi-chemin entre la justice et l'injustice. Ils sont au service de la loi, qui a pas l'air d'être forcément juste, mais souvent, voilà, ce sont d'honnêtes hommes qui font ce métier pour essayer de réparer les torts faits aux innocents. Donc on a des personnages, comme tu le disais aussi, qui ne sont ni tout noir ni tout blanc, qui sont dans cette zone grise qui est assez intéressante à exploiter. Et toi, Victor, donc tu es également auteur de fantasy. Donc j'invite nos auditeurs à aller jeter un coup d'œil à notre interview sur YouTube avec Victor sur justement La Croisade éternelle, sa trilogie, on va dire mésopotamienne de fantasy. Est-ce que là tu as d'autres romans de fantasy dans les tuyaux, ou tu vas mettre la dose sur l'Empire électrique? Alors, comme l'a dit Vincent, déjà, on a un projet de nouveaux romans dans l'Empire électrique à 2. En plus de ça, effectivement, j'ai un projet de western électrique. Donc, voilà, le western, c'est un genre à part, que j'adore personnellement. Et puis récemment, là, je me suis visionné en boucle quelques westerns. Donc, voilà, j'ai tous les codes en tête. Je suis presque mentalement en costume de cow-boy, hein. Voilà, donc je réemploie cet imaginaire dans ce roman. Je sais pas quand il sera prêt, ça avance. Quand j'ai envie d'écrire un peu de ce western, j'en écris. Ça sera du spaghetti électrique? C'est une histoire de vengeance. C'est une histoire de vengeance parce que voilà, les westerns, c'est souvent ça, hein. C'est une histoire de tuerie, de vengeance, et puis de grands moments de silence avec des harmonicas et des moments de tension extrême jusqu'à ce qu'on dégaine. Voilà. Et puis à côté de ça, donc j'ai écrit un roman jeunesse à 4 mains avec l'autrice Lucie Pierapajot, qui est connue notamment pour sa trilogie des Mystères de l'Arispem, hein, qui pour le coup c'est du steampunk jeunesse. Et ensemble, en fait, on a écrit un roman inspiré de Lovecraft, mais avec des ados actuels. Donc il faut s'imaginer des ados avec qui ont une chaîne YouTube et qui ont toujours le smartphone scotché à la main, mais qui vont tomber sur des horreurs tentaculaires et cthulhiennes abominables. Voilà, donc ce livre est en lecture chez plusieurs éditeurs. Donc voilà, quand un éditeur sera intéressé, eh bien, je mettrai une indication sur le site ainsi que sa date de parution. Sinon, je suis en train d'écrire également un roman horrifique jeunesse. Parce que tant qu'à faire, avec Lucie, j'ai goûté un peu à du Cthulhu. J'avais envie de faire une histoire plus d'horreur un peu plus classique. Je vais pas trop en parler, mais voilà. C'est aussi beaucoup d'amusement d'écrire pour la jeunesse parce que stylistiquement, il y a moins de fioritures, hein, clairement. On s'impose moins de contraintes stylistiques, mais du coup, c'est aussi plus de liberté de ton et plus d'amusement parfois. Donc, ça me plaît beaucoup d'écrire ce livre, voilà. Comme ça m'a beaucoup plu d'écrire le livre avec Lucie Pierapajot. Il n'empêche que voilà, je continue à écrire pour les adultes avec donc l'Empire électrique. Donc ça fait déjà pas mal de projets et je pense que c'est suffisant pour maintenant. Voilà. Ouais, pour 2022, t'es bien rempli là. C'est ça. Et bah écoutez, les garçons, super. Merci beaucoup. J'espère que notre exploration des contrées uchroniques et électriques de l'Empire napoléonien de Victor Fleury et de Vincent Hongry vous a plu. N'hésitez pas à aller découvrir l'Afrique pleine d'action dans Le Fleuve électrique aux éditions Bragelonne. Leur dernier roman écrit à 4 mains est présent dans toutes les bonnes librairies. Merci à eux de nous avoir guidés dans leur univers.
Je remercie également César Bastos au montage. Et quant à vous, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça fait progresser le podcast. A plus tard pour de nouvelles excursions imaginaires.